Welcome and bienvenue, welcome dans un nouveau point lecture. Tchin tchin. Toujours pas de goût ni d'odorat, donc bon, à quoi bon? Je bois de l'eau. On se retrouve pour un point lecture qui ne parlera pas de lecture de la rentrée littéraire, mais bien du tout venant, de la poubelle verte, de tout ce qu'on trouve à côté de la rentrée littéraire. Ce n'est pas du tout de la poubelle, quoique j'ai quand même, je me rends compte que ça va être peut-être un peu chiant, beaucoup de déceptions. Mais attendez, parce que j'ai lu pas mal sur Liseuse dernièrement, donc on va commencer tout de suite par les lectures numériques. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, je vous mets mon profil Livre Addict en barre d'infos. Je crois qu'il y est tout le temps, mais je suis pas sûr, dans le doute je le remettrai. Et rejoignez-moi sur Livre Addict, comme ça vous pouvez voir jour après jour, parce qu'en général, dès que je termine une lecture, je mets ma note. Alors j'écris pas de commentaires en général, parce que j'ai la flemme, mais je mets tout le temps ma note sur Livre Addict. Alors, j'ai lu et beaucoup aimé Les Aventuriers de la Mer, tome 2, 3, 4. Et sinon, alors, avec les intégrales, c'est la fin de la première intégrale et le tout premier tome de la deuxième intégrale. Et le découpage anglais, je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est que 3 tomes en anglais. Donc en gros, j'ai lu la fin du premier tome et le début du deuxième tome. Mais je crois que le découpage anglais, c'est les intégrales en fait. Bref. En tous les cas, j'avais lu, il n'y a pas si longtemps que ça, le tome 1 des Aventuriers de la Mer, et je vous avais dit, je suis un peu moins emballé qu'avec la saga de l'Assassin Royal, car je trouvais que c'était beaucoup moins mature, beaucoup plus jeune, beaucoup plus évident, noir et blanc, qui est les gentils, qui est les méchants, qui sont les gentils, qui sont les méchants, enfin voilà. Il y avait un peu trop d'évidence à mon goût, un peu trop de facilité parfois. Et finalement, ces 3 tomes, en fait, dès le tome 2, j'ai senti que ça prenait en intensité. Pour rappel, on est toujours dans le grand univers de Robin Hood, entre les 6 duchés, là où se passe l'Assassin Royal, et les îles et la côte, là où se passent les Aventuriers de la Mer. Et on est dans un village, enfin dans une ville qui s'appelle Terrilville, qui est une ville marchande, un port marchand depuis de nombreuses années, avec des grandes familles qui dirigent un peu la ville à travers un conseil. Et en fait, il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui arrivent dans cette ville. Donc il va y avoir les anciens marchands, ceux qui sont là historiquement depuis toujours, et les nouveaux marchands qui viennent d'arriver et qui veulent un peu imposer leurs lois. Et dans ces lois qu'ils veulent imposer, justement, il y a la traite d'esclaves. La traite d'esclaves qui avait été refusée par la ville de Terrilville depuis toujours et qui ne voulait pas faire de l'argent sur la vie des gens. Donc voilà, on est un peu dans ce débat entre est-ce qu'on doit faire de la traite esclavagiste avec nos navires, car en plus, ces anciens marchands, ces grandes familles historiques ont des navires très particuliers, car ce sont des navires vivants. Sur ces navires, il faut qu'il y ait 3 générations qui meurent les unes après les autres dessus, enfin 3 fois le commandant de la même famille meurt dessus, et le navire prend vie, la figure de, je sais toujours pas si c'est la proue ou la poupe, mais la figure avant du navire, je crois que c'est la proue, parce qu'il me semble que c'est par ordre alphabétique, genre proue, ah ben non, ça serait la poupe du coup, je ne sais pas, je ne sais plus, bref. En tout cas, à l'avant du bateau, il y a une grande figure en bois sculptée, dans un bois particulier, le bois sorcier, et cette figure, au bout de 3 générations, prend vie et aide sa famille à prospérer et à faire de l'argent. On arrive, donc dans le tome 1, c'est ce que je vous avais raconté, au réveil d'un de ces navires. C'est pour ça que c'était un peu long aussi, parce que tout se concentrait sur ce navire qui se réveille. Et enfin, dès le tome 2, il est réveillé, il peut partir en mer, et toutes les histoires s'imbriquent les unes entre les autres. Là où avec l'Assassin Royal, on suit presque uniquement et principalement Fitz, loin-voyant, là, dans Les Aventuriers de la Mer, on suit pléthore, moult personnages, notamment Althea, qui est le personnage principal, car elle vient de cette famille dont le navire se réveille. On suit également Yema, qui est son neveu. On suit Malta, qui est sa nièce. Kefria, qui est sa sœur. On suit Vestrit, qui est un... Non, Vestrit, c'est le nom de famille. On suit Kenith, qui est un pirate, quoi, un capitaine pirate. On suit qui d'autre? On suit le beau-frère, donc le mari de la sœur d'Althea, qui est un peu un gros connard et qui s'appelle Kyle, je crois. J'ai vraiment En plus, j'en ai parlé beaucoup sur le Discord de Coco parce qu'il y a des grands fans de l'Assassin Royal et des Aventuriers de la Mer et j'en parle beaucoup avec eux quand je les lis. Et là, j'ai oublié. Bref, en tout cas, j'étais vraiment à fond dedans. J'étais parti pour lire qu'un tome parce que voilà, je n'avais pas envie de m'envoyer 1000 pages d'un coup parce qu'en gros, les intégrales font 1000 pages. Chaque tome, indépendamment, fait à peu près 300 pages. Et j'ai lu les 3 d'affilée, j'arrivais plus à m'arrêter. Et je suis persuadé que je vais très rapidement retomber dans la saga et poursuivre l'intégrale que j'ai entamée. Parce que du coup, j'ai lu que un tiers de la seconde intégrale. Et la terminer et lire au moins les deux prochains tomes. Et après, il me restera une intégrale. Donc en fait, je suis à peu près à la moitié. J'ai lu 4 tomes sur 9, il m'en reste 5. Voilà.
Et c'était bien, et c'est rare que je lis des romans de fantasy et de piraterie qui plus est, et là je passe un moment mais excellent, je prends mon pied. Peut-être que si vous avez commencé la soirée que vous n'avez pas forcément apprécié, essayez Les Aventuriers de la Mer, c'est peut-être un peu plus prenant effectivement, cette alternance des points de vue, on change tous les chapitres, on change de vue, voilà, ça permet de ne pas s'apesantir sur un personnage, de ne pas s'apesantir sur une situation, car on vit à peu près 1000 situations différentes en fonction des personnages qu'on suit, et voilà, c'est prenant, j'ai adoré, et c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai mis un 17, un 18 et un 18 pour maître lecture. Ensuite, en numérique, j'ai lu également Les Bonnes de Jean Genet, qui est une pièce de théâtre classique. Les Bonnes de Jean Genet, en fait, c'est une courte pièce de théâtre, une centaine de pages, 130 pages peut-être, que j'ai lu en liseuse, en numérique, pardon, parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Chez Emmaüs, on trouve beaucoup de Jean Genet, parce que les gens n'apprécient pas forcément. C'est très très clivant comme littérature, et puis c'est un peu chiant par moments. Mais je trouve peu de Jean Genet, je ne sais pas pourquoi. Donc dans cette courte pièce, on va suivre Claire, Solange et la madame. En gros, deux bonnes et leur maîtresse, madame, et Claire et Solange, qui sont sœurs. Et elles vont tout faire pour essayer de tuer la madame. C'est pas très drôle. Je me suis pas esclaffé de rire. Moi j'aime bien le théâtre qui fait rire. Le théâtre de boulevard, ça me plaît tout autant que le théâtre classique. J'ai pas trouvé ça extrêmement drôle, mais en même temps, je pense pas du tout que ce soit le point de Genet. Je me sens pas non plus légitime d'en parler, parce que voilà, Jean Genet c'est un peu un monstre de la littérature française. J'ai quand même apprécié. Ce que moi j'ai réussi à retenir, c'est vraiment cette critique sociale de lutte entre les classes sociales, entre les bonnes et la maîtresse qui est plutôt noble et bourgeoise. Après, je pense que c'est beaucoup plus précis que ça, beaucoup plus pointu, qu'il y a beaucoup plus de choses à voir et que je n'ai pas réussi à tout voir. Et depuis, du coup, j'ai écouté 2 podcasts. Je vous en mettrai un parce que le second n'était pas très très intéressant, mais le premier était très très cool. Ça dure une petite heure, une cinquantaine de minutes. C'est sur France Culture, mais c'est dispo sur YouTube. Je sais plus c'est quoi le nom, je vous le mettrai en barre d'infos, je vous le mettrai ici dans le i. Ça permet d'en apprendre plus sur Jean Genet qui m'impressionne beaucoup et qui en même temps m'attire. J'ai commencé Notre-Dame des Fleurs, j'en suis à peu près à la moitié, mais je l'avais mis en pause parce que justement, il me manquait de matière, j'avais pas assez d'infos sur Jean Genet. Vous voyez, c'est comme par exemple Ulysse de James Joyce que j'avais voulu commencer à lire, pour l'instant je l'ai remis en pause. Je suis pas sûr que ce soit très intelligent de le faire sans avoir aucun bagage. Donc voilà, je vais me renseigner un peu sur Jean Genet. Et comme Notre-Dame des Fleurs a l'air d'être un peu le monument de Jean Genet, j'en ai trouvé 2 autres dans la boîte à livres au boulot, donc ça c'est cool, lire d'autres romans avant de lire Notre-Dame des Fleurs, en avoir un peu plus sur lui. Mais en tout cas voilà, j'ai lu Les Bonnes, et je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je me sens pas légitime et pas assez, pas intelligent mais cultivé, enfin j'en sais pas assez sur ce monsieur et sur ses thèses pour pouvoir l'étayer. En tout cas c'est quand même très transgressif, très clivant, c'est le but recherché, la pièce a été censurée, et j'ai bien aimé, il y a des beaux passages, des belles tirades, parce qu'il y a souvent des... C'est pas des tirades, mais c'est parce que je crois qu'il n'y a aucun seul en scène, elles sont toujours 2 à mon avis sur scène. Il n'y a pas de monologue du coup en ce sens, mais il y a des grands passages qui sont très beaux. C'est tout pour les lectures numériques. Ensuite, je vous parle tout de suite de celui-ci parce que je l'ai abandonné lâchement. Le Prince des Marais de Pat Conroy, publié ici chez Belfond, mais qui est déjà publié en poche depuis très longtemps. Alors on va suivre, j'ai lu 250 pages, vous voyez, j'ai lu tout ça, sur un peu moins de 600, donc j'ai dépassé le tiers. Je devais le lire en lecture commune, je l'ai commencé en lecture commune pour le cabinet de lecture, et en fait j'ai pas du tout apprécié. J'avais moyennement aimé Charleston Sud il y a plus d'1 an de ça, c'était je crois la première vidéo de ma chaîne où j'en parle, où je suis même pas sûr, c'est peut-être le premier post Instagram que j'ai fait, mais je suis pas sûr d'en parler sur YouTube. En tout cas, Charleston Sud, c'était une histoire qui se passait dans le sud des États-Unis, qui est un peu la région phare de Pat Conroy, sud-est. J'avais moyennement aimé. Je m'étais dit, Le Prince des Marais, c'est un peu le roman que tout le monde encense, c'est un peu voilà, le truc qu'il faut lire quand on veut lire du Pat Conroy, donc autant lire celui-ci plutôt qu'un autre. Et finalement, j'ai trouvé ça, j'ai pas du tout adhéré ni à l'histoire, ni au personnage, ni à la façon d'écrire, qui était pourtant pas plus différente, enfin pas vraiment différente de sa façon d'écrire dans Charleston Sud, mais dans Charleston Sud, là où j'ai pu aller jusqu'au bout, car c'était pareil, un petit bouquin de 600 pages en grand format, j'ai beaucoup plus apprécié les personnages dans Charleston Sud, alors que là, je détestais les personnages. Donc on va être avec Tom, qui est un peu en dépression. Il est, je crois, prof et coach à l'université de sport, puis il est à un moment dans sa vie où il travaille plus. Sa femme ramène l'argent à la maison, sa femme est médecin, et lui, voilà, il erre un peu chez lui en âme en peine, et un jour on l'appelle, on lui dit que sa sœur qui habite à New York, sa sœur jumelle,
a refait une tentative de suicide, ce n'est pas la première, et qu'elle a besoin de lui à son chevet pour essayer d'aller mieux. Donc il quitte tout, mais en même temps il n'avait pas grand chose parce que voilà, son mariage volait un peu en éclats, il n'avait plus de boulot ni rien, et il va à New York et il tombe sur la psychiatre qui s'occupe de sa jeune sœur, et la psychiatre lui dit bah voilà, il va falloir que vous me racontiez plein de choses sur votre vie pour que je puisse savoir comment aider votre sœur, car votre sœur est totalement mutique, elle ne parle plus. J'ai eu quelques infos avant sa tentative de suicide, car je la suivais déjà, mais il m'en manque, j'ai besoin de plus d'informations. Et sa sœur est également poète et écrivaine, donc en gros c'est un peu un... On remonte dans les souvenirs de Luc, car Luc raconte à cette psychiatre, non pas Luc, pardon, Tom, Luc c'est leur troisième frère, enfin leur autre frère. On remonte dans ses secrets de famille, car c'est encore une fois une famille complètement dysfonctionnelle, avec la mère qui attache beaucoup d'importance à l'étiquette, à la façon de se faire voir. Vous voyez un peu ces dames, ces belles du Sud, comme on les appelle, qui malgré n'importe quelle circonstance, veulent montrer que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose. Voilà, enfin, la mère un peu psychotique. Le père très violent, autant en gestes qu'en paroles. Le grand-père qui était un peu les gens qui toquent à la porte pour te donner des bibles, voilà, très à fond sur la religion, mais en même temps très appréciable, enfin assez doux comme personnage. Et donc on rentre dans cette famille dysfonctionnelle au moyen de flashbacks, de souvenirs, tantôt très jeune, tantôt un peu moins jeune, ça alterne les époques, mais c'était très long. Le personnage de Tom ne faisait que de se plaindre, alors qu'en fait il va là-bas pour aider sa fille, sa sœur jumelle, mais il parle beaucoup de lui, en même temps c'est un peu le but du roman. Il tombe amoureux à moitié de cette psychiatre en moins de deux, enfin il se passe des trucs qui vont il y a des trucs qui vont très vite entre par exemple Tom et le psychiatre, et des choses qui mettent trois plombes, des histoires de famille qui ont parfois très peu d'importance, des flashbacks qui sont parfois très chiants. Enfin voilà, moi ça m'a saoulé. Au bout de 250 pages, on comprenait que cette famille était vraiment bordélique, qu'elle avait fait plein de conneries, que chaque personnage en avait un peu pour son compte, mais ça n'avançait pas plus que ça pataugeait, j'en avais marre de patauger, j'avais pas envie d'y retourner, donc j'ai préféré abandonner. Une lecture que je n'ai pas abandonnée, mais que je n'ai pas beaucoup plus appréciée, Vespertine de Margaret Rogerson, donc c'est l'autrice de Sorcery of Thorns et Enchantement of Raven, qui sont de la fantasy young adult, oui c'est du young adult, hein. C'est écrit très gros, et ça se lit à mon avis dès 12 ans je pense. Quoique, bon là ça fait un peu peur, mais pas vraiment, hein. 12 ans ça passe. 12 ans c'est quoi? 12 ans c'est le CP? Ouais, ça passe. Ah, c'est peut-être un peu gros pour le CP. Allez, la quatrième on va dire. On va être avec Artemisia, qui est une sœur grise. J'ai beaucoup aimé l'univers. L'univers comme il est décrit, comme il est raconté, le système de magie, tout ça, c'est le meilleur point du roman pour moi, c'est ce qui m'a fait aller au bout, parce que c'est ce que vraiment j'ai apprécié. Artemisia, qui est une sœur grise, donc c'est-à-dire qu'elle fait partie d'un couvent, où elle doit prier, et elle doit... nettoyer les défunts, nettoyer les morts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Parce qu'on est dans un monde où les âmes restent sur Terre et sont un peu des fantômes. Il y a différents types de fantômes, alors je crois qu'ils sont répertoriés à la fin. Voilà, des esprits. Il y a une hiérarchie, des esprits du premier ordre, du second ordre, du troisième ordre, du quatrième ordre et du cinquième ordre. Ce sont les plus forts, les plus costauds. En fait, en fonction des ordres, ceux du premier ordre sont totalement inoffensifs, et plus ce sont des morts des ordres supérieurs, ils sont dangereux, ils peuvent même tuer. Et en fait, ce qui détermine leur ordre, c'est la façon dont ils sont morts. Par exemple, quelqu'un qui meurt brûlé, il va devenir un cendreux, qui est un esprit de cendre, comme son nom l'indique. Un mort victime d'un homicide, il va devenir une furie. Un mort... Enfin voilà, il y a plusieurs types de morts, et en fonction de comment on est mort, on a des pouvoirs... Enfin, le fantôme a des pouvoirs particuliers. Je vous dis que ça se figure à la fin, car en fait je ne l'ai vu qu'à la fin. Il n'en est fait mention nulle part dans le bouquin, je trouve que c'est complètement con, parce que des fois on lit et on oublie un peu quel type de mort, etc. Il n'y a qu'à la fin du bouquin, quand tu as galéré, quand tu as peiné à te souvenir pendant je sais pas combien de pages, 300, 400, non plus, pendant 500 pages, quand tu as peiné à te souvenir de qui est quoi, et ben en fait on te dit, mais tout est écrit là, mais il n'y a aucune note où on te dit, va à la fin si tu as besoin d'aider. De façon bête et méchante, moi quand je le lis du début à la fin, et je regarde pas les dernières pages. Donc voilà, et puis alors après c'est le schéma très classique de la meuf, là, Artemisia, qui... Elle n'a pas envie qu'on l'emmerde, elle a envie de rester dans son petit monde, elle est très bien d'être une sœur, elle aime bien nettoyer les corps, elle aime bien les préparer pour aller vers l'au-delà, elle veut pas qu'on lui en demande plus, sauf qu'il y a une attaque, et elle va se révéler d'un pouvoir immense, ça va être un peu la promise, l'élue, car c'est elle qui est super forte, avec trop plein de pouvoirs, etc.
Et donc, elle va devoir sauver la Terre, parce que les esprits reviennent, les esprits sont de plus en plus agressifs, et donc elle va quitter son couvent qui l'a abrité pendant plusieurs années pour aller vaincre cette terrible menace, accompagnée d'un personnage que je ne vous révèle pas parce que je ne crois pas qu'il en ait fait mention dans le résumé. Si, il en est fait mention. Donc elle va avoir un esprit qui va prendre possession d'elle, qui va rentrer en elle, et elle va réussir à le contrôler, donc elle va être voilà, toujours dans sa voix, il va y avoir deux têtes, il va y avoir sa propre voix et celle de l'esprit qui la possède. C'était sympa, je vous dis, l'univers était très cool, après c'est resté très classique, beaucoup de boum boum boum, ça va vite, il y a un personnage avec une espèce de romance, parce qu'on est dans un young adulte, donc il faut que les personnages tombent amoureux les uns des autres. Je n'ai pas trouvé ça particulièrement bien écrit, particulièrement poétique, particulièrement... Voilà, c'était fade, c'était sympa, ça se lisait tout seul, je l'ai lu en une après-midi je crois, ou en 2 jours peut-être, mais je n'ai pas pris un pied immense à le lire. Ensuite je vous en parle tout de suite car je l'ai terminé ce matin, Blackwater, Black Wawa, La Vache à lait de chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. J'ai lu le tome 5 il y a plusieurs semaines, il y a 2 ou 3 semaines, et j'ai lu ce matin le tome 6. Comme d'hab, en fait, je les ai lus d'une traite. Je me pose le matin et je lis tout le bouquin. J'ai trouvé la conclusion de cette histoire nulle à chier. Vraiment, je suis très déçu par cette fin. Très déçu parce que, elle était prévisible, mais de toute façon, rien qu'en voyant la couverture et le titre, tu le devines, et même en lisant les bouquins, tu peux le voir venir à 100 km. J'ai beaucoup plus apprécié le tome 5. Maintenant, je ne pourrais plus vous dire pourquoi, car j'ai déjà oublié. C'est à vous dire à quel point j'ai apprécié lire ces romans sans vraiment en garder grand-chose. Mais cette fin, ce tome 6, les 200 premières pages sont chiantes à mourir, c'est redondant. Il se passe les mêmes choses que dans 2 ou 3 autres tomes précédemment. Enfin, pas des scènes, mais des tropes, des schémas qui se répètent et qui se réenclenchent encore une fois. Et les 40 dernières pages qui étaient prévisibles depuis le début, qui sont, pareil, chiantes, franchement, parce que tu t'attends à ce que ça se passe, et ça se passe, et puis c'est pas particulièrement beau, c'est pas particulièrement émouvant, j'ai pas eu de peine à quitter les personnages. Je garde un souvenir mitigé de cette saga qui m'a fait passer des bons moments dans le sens où ça m'a diverti à des périodes où je savais pas quoi lire. Là, vous voyez, je suis malade, c'était très bien parce que j'avais pas vraiment le cerveau en forme pour lire autre chose. Mais d'un autre côté, j'ai lu le tome 6, donc là je m'en souviens, mais le tome 5, je vous l'ai dit, je l'ai lu il y a 2 semaines, j'ai oublié tout. Le tome 1, 2, 3, 4, pareil, je sais juste que c'est la guerre dans le tome 4, parce que le tome 4 s'appelle Guerre, et donc du coup on parle de la Seconde Guerre mondiale. Sinon, les 3 autres tomes, les 4 autres tomes, j'ai oublié la moitié des choses. Donc bon. C'était une bonne expérience, mais ça ne me marquera pas mon parcours de lecteur, ça ne me marquera pas mon été, ça ne me marquera pas mon année. J'ai pas eu... En fait, je pensais au début que j'aurais l'engouement de toutes les 2 semaines acheter le bouquin pour le lire. Au final, non, je crois que j'ai lu qu'un tome dans les temps et qu'après j'étais complètement largué parce que j'avais pas forcément tout le temps envie d'y retourner. Ce sont des très beaux objets livres, ce sont des très beaux bouquins qui vont me faire beau dans ma bibliothèque, je vais les garder, mais je les recommanderai pas spécialement à quelqu'un en mode il faut absolument les lire. Ensuite, une lecture que là par contre, je vais recommander à beaucoup d'entre vous, c'est Funérailles Célestes de Xinran aux éditions Pic et Pioche. Ça a été, je crois, depuis j'ai fait une excellente lecture aussi, je l'ai lu il y a un mois. Je l'ai lu juste au moment de mon anniversaire parce qu'il était dans mon colis d'anniversaire. Donc ouais c'est ça, je l'ai lu il y a un mois. Ah oui, aujourd'hui on est le 8 septembre, donc ça fait un mois que c'est mon anniv. C'est un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Wen et qui est chinoise et qui nous raconte que son mari Ken Jun, qu'elle venait tout juste d'épouser, il s'était très jeune marié, est mobilisé dans la guerre sino-tibétaine, tibéto-chinoise, la guerre entre le Tibet et la Chine, et que donc du coup il part à la guerre et il décède. Enfin, il décède. Il ne revient pas. Wen décide d'aller le rechercher, d'aller le retrouver au Tibet, et elle arrive à rentrer dans l'armée, à se faire transporter jusqu'au Tibet, et là, elle quitte Tokyo, je crois. Je sais plus, je crois qu'elle vient de Tokyo. Enfin, en gros, elle quitte une grosse mégalopole en 1956, donc en plein renouvellement culturel, les premières années du... Non, c'est pas le renouveau, la révolution culturelle. Les premières années de la révolution culturelle communiste aux États-Unis, elle quitte cette effervescence pour se retrouver au Tibet, au milieu d'immenses montagnes, d'immenses étendues vides où il n'y a rien, pour retrouver son mari. Et elle va finalement tomber sur une famille tibétaine, parce que je crois qu'elle perd son groupe de l'armée, enfin elle se fait capturer, et elle va apprendre à vivre avec une famille tibétaine
avec laquelle elle ne partage rien du tout, car elle, voilà, elle est quand même assez cultivée, elle vient d'une grande ville, elle connaît la technologie, et cette famille tibétaine ne connaît rien de tout ça, elle ne parle pas un mot de chinois, donc elle n'arrive même pas à se comprendre, elle ne communique que par gestes, et elle va apprendre, entre autres, la mort de son mari. En gros, son mari est décédé, et elle va l'apprendre. Et on la suit donc dans... C'est assez court, hein, ça fait 200 pages, avec cette famille tibétaine dans ces grandes montagnes. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique, j'ai vraiment passé un excellent moment. C'est un témoignage, hein, c'est une histoire vraie. Donc surtout comment on dit, apprivoisement. Oui, ça doit être ça, apprivoisement. Enfin, la façon dont ce personnage, cette femme, apprivoise la famille tibétaine et comment cette famille tibétaine apprivoise cette chinoise, ils ont tout pour se détester. Hein. La Chine envahit le Tibet et détruit, tue des peuples entiers, car ce sont des peuples nomades. Et pourtant, elles arrivent à communiquer, elles arrivent à ne pas faire les erreurs que font les deux pays en se battant. Et elle apprend beaucoup de cette culture. On apprend le rite des funérailles célestes qui consiste... C'est horrible, vous pouvez aller voir, il y a des documentaires sur YouTube. Enfin, c'est horrible. De notre point de vue, nous... occidental, c'est un rite qui nous paraît horrible. Eux, c'est la norme, c'est la culture chez eux de funérailles, c'est qu'en gros, ils préparent le corps, ils le mettent au milieu d'une grande étendue dans la montagne, et les vautours viennent se repaître de ce corps mort. Mais la façon dont c'est décrit, avec tant de... C'est beau, franchement, moi, les vautours, ça fait partie, en même temps, je pense que tout le monde déteste les vautours, mais c'est des animaux qui me répugnent, genre rien qu'à voir une photo d'un vautour, j'en suis dégoûté, et elle arrive à nous décrire ce repas, cette funéraille céleste, d'une façon mais magnifique. J'étais transporté, vraiment, j'étais avec mon sac à dos, mes chaussures, au milieu des montagnes tibétaines avec Wen et cette famille, et j'étais dans ce road trip, non, c'est pas un road trip, mais c'est leur façon de vivre, cette déambulation dans les montagnes, c'était ouf. J'ai rarement vécu quelque chose de pareil en lisant un bouquin. Je pense que je le relirai plus tard, je vais le garder précieusement, précieusement, et ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année, car c'est terriblement bien écrit, et terriblement beau, et j'aime bien voyager, et là c'est vraiment un dépaysement culturel, mais garanti. Ensuite, un roman que je lisais également pour le dépaysement, et qui m'a laissé en demi-teinte, ça s'appelle L'envol du moineau de Amy Belding Brown, c'est publié chez 10-18, enfin c'est... Oui, si, je ferme ma gueule. Et on va nous raconter, donc ça se passe en 1672 dans la baie du Massachusetts, et on nous raconte la vie en gros des premiers pèlerins puritains. En gros, on est donc dans une communauté de puritains venus d'Angleterre qui se sont installés et qui ont créé une colonie aux États-Unis. Sauf que cette colonie va être attaquée par les Indiens, et que Mary, le personnage principal, Mary Rowlandson, va se faire capturer par cette bande d'Indiens qui l'attaquent, et va apprendre à vivre avec eux. Donc le roman est écrit à la première personne du singulier, c'est Mary Rowlandson qui nous raconte donc son histoire, comment au début ça se passe quand même plutôt bien dans cette communauté, et comment elle se fait capturer, et elle nous raconte également comment elle apprend à vivre avec les Indiens. J'ai beaucoup aimé le début, car ça commence avec une scène, alors d'une violence folle, parce que c'est la scène de l'attaque des Indiens sur cette communauté de puritains, qui n'arrivent pas à se défendre car les hommes sont partis, je crois. Donc c'est vraiment horrible. Si vous êtes très sensible, faites gaffe au premier passage, au premier chapitre, je ne sais plus exactement jusqu'où c'est, peut-être les 100 premières pages, car il y a des enfants qui sont attaqués, il y a des femmes qui sont attaquées, c'est très violent, très sanglant, plutôt bien décrit par moments. Et alors, je vais pas dire que j'ai aimé parce que c'était violent, mais c'est parce que voilà, dès le début on est pris dans cette ambiance, on est vraiment dans l'ambiance, voilà, les puritains contre les indiens, un peu western, enfin pas western, mais c'est très très fort dès le début, il y a une poussée d'adrénaline qui nous fait tourner les pages les unes après les autres. Vraiment, je me rappelle que j'ai lu ces premières pages, mais d'une traite, car j'étais pris dans cette cavalcade, pris dans cet engrenage de violence et de haine entre ces deux peuples, entre les Blancs et les Indiens qui ne se connaissent pas et qui pourtant se détruisent l'un l'autre. Et ensuite, c'est retombé assez vite et c'est resté assez plat sur toute la fin. Disons que peut-être la première moitié, voilà, où on est vraiment avec Marie, qui remet en doute tout son questionnement, toute son éducation de « je suis une femme, je suis l'épouse », en plus son mari est pasteur, donc « je suis l'épouse du pasteur, je dois être une femme parfaite, je dois être, montrer tout ce que je dois faire, doit être approuvé par Dieu, je ne dois faire que du bien à mon prochain, je dois respecter les Écritures, toute cette construction mentale qu'elle a depuis sa naissance et son mariage encore plus,
est mise à bas par les Indiens, car ce n'est pas du tout comme ça que vivent les Indiens. Elle arrive dans une communauté où la chef est une femme, enfin où le chef est une femme, le chef indien est une femme, et c'est elle qui dirige, chose totalement impensable en 1672 dans une communauté de puritains, c'est qu'une femme ait le pouvoir, et elle arrive avec toute cette construction mentale, je vous dis encore une fois, hein, son bagage culturel, et elle voit tout ça un peu avec émerveillement, et donc pendant tout un moment, on va la voir détruire un à un les clichés qu'elle avait, détruire un à un tout ce qu'elle pensait être vrai, tout ce qu'elle pensait être juste, et c'était très intéressant. Sauf qu'à un moment, il arrive un Indien duquel elle tombe amoureuse, et le roman ne tourne presque plus qu'uniquement autour de cette romance, autour de cette histoire d'amour entre notre jeune femme blanche Mary Rowlandson et ce bel Indien, ce bel homme qui est venu là pour la sauver, car au début c'est un des seuls qui l'aide sur le campement d'Indiens, c'est un des seuls qui prend un peu de son temps pour discuter avec elle, car lui aussi il discute anglais, donc pour pouvoir échanger. Donc bon, c'était sympa, mais je trouve qu'on retombe vite dans les travers de ce roman américain qui se veut être lisse, qui se veut être beau, qu'il faut qu'il y ait une histoire d'amour, qu'il ne faut pas que ce soit trop crasseux, trop rugueux. Voilà, au fur et à mesure, ça s'adoucit, la pente devient de plus en plus douce pour nous faire atterrir vers une fin assez consensuelle. C'est ce que j'ai regretté et que j'ai trouvé un peu kitschou à la fin. Pas déçu de l'avoir lu, mais pas non plus extatique au sujet de ce roman. Et enfin, pas le dernier roman, mais le dernier livre qui m'a fait vibrer, qui m'a fait vivre, c'est Incendie de Wajdi Mouawad, qui est donc le deuxième tome de son cycle, qui est une tétralogie qui s'appelle Le sang des promesses. J'avais lu l'année dernière Littoral, et maintenant j'ai lu Incendie. Il me restera donc Ciel et Forêt, qui sont donc les deux autres pièces de cette tétralogie. Ces 4 pièces sont totalement indépendantes, ne racontent pas la même chose, mais je pense que c'est quand même intéressant de lire les 4 dans l'ordre pour se faire une idée de la pensée de l'auteur. C'est encore une pièce de théâtre qui va questionner l'identité. Dans la première pièce de théâtre, Littoral, si je me souviens bien, on était avec un homme, ça commence à peu près pareil, car c'est un homme, il y a quelqu'un qui meurt au début du roman, et ses enfants, au début de la pièce, pardon, et ses enfants viennent pour avoir un peu les dernières volontés, pour avoir le testament, etc. Donc dans Littoral, on était avec un homme qui doit en gros retourner sur la terre de son père pour l'enterrer, parce que ça se passe, alors là je crois que ça se passe bien au Québec, je sais plus si dans Littoral ça se passe aussi au Québec, car Wajdi Mouawad vit au Québec, mais en tout cas voilà, il quitte le monde occidental dans Littoral pour aller enterrer son père dans le Moyen-Orient. Il n'y a jamais vraiment de capteur spatial ou temporel, et c'est quelque chose qui me plaît. Là encore, hein, on n'a pas vraiment, on sait qu'il y a des guerres, on sent que ça se passe au Moyen-Orient, hein, car on nous parle de guerres assez sauvages, et des guerres qu'on entend, nous, assez régulièrement à la télé, aux informations maintenant, depuis les années 2000, même un peu avant ça. Mais il n'y a pas vraiment de capteur spatial ou temporel, et on est dans ces questions d'identité. Là, on va être avec des jumeaux, hein, je crois. C'est ça, Jeanne et Simon, qui vont voir le notaire qui s'occupe du testament de leur mère, et le notaire leur dit « Votre mère nous a remis 2 lettres, donc Jeanne, tu dois retrouver ton père, et Simon, tu dois retrouver ton frère, ou c'est l'inverse, je sais plus. » Sauf que voilà, pour eux, leur père est mort depuis X années, et ils n'ont pas de frères et sœurs autres que eux deux, qui sont eux-mêmes frères jumeaux. Ça les emmerde, surtout Simon, car en fait la mère était complètement mutique depuis plusieurs années, elle ne parlait plus à personne, elle ne disait plus rien, elle s'était enfermée dans un silence morne et terrible, car il n'arrivait plus à du tout communiquer. Et donc il dit, bah voilà, la meuf, elle nous a pas parlé pendant 10 ans, et maintenant elle nous demande d'aller chercher des personnes qui n'existent pas avec des lettres, alors qu'elle, elle est morte. Et finalement, ils vont le faire, vous vous en doutez, on va remonter le fil de la vie de la mère, on va remonter toute son histoire dans ce Moyen-Orient, et c'était mais magnifique. Déjà, dès le début, on nous balance une phrase, moi, qui m'a poignardé, et c'est le cas de le dire, l'enfant c'est un couteau planté dans la gorge, on ne le retire pas facilement. Et il revient plus tard, cette phrase, cette citation revient, je ne sais plus où, je crois que j'avais marqué la page. Voilà. Simon, est-ce que tu pleures? Si tu pleures, ne sèche pas tes larmes, car je ne sèche pas les miennes. L'enfant c'est un couteau planté dans la gorge, et tu as su le retirer. Donc on est vraiment dans une quête, hein, vous voyez, il y a quelque chose d'haletant, parce qu'on est avec ces jumeaux qui veulent redécouvrir leur histoire, qui veulent en apprendre plus sur leur mère, et sur pourquoi elle s'est tue sur la fin de sa vie, pourquoi elle leur donne cette mission.
on alterne, tantôt on est avec Simon, tantôt on est avec Jeanne, tantôt on est avec Nawal qui est la mère, Nawal qui est vieille, Nawal qui est jeune, enfin voilà, à mon avis ça doit être encore une fois un merdier monstre à mettre en scène, et en même temps ça doit être super beau parce que on voyage, et on voyage surtout dans l'esprit, c'est souvent des histoires de flashbacks, de fantômes, de souvenirs. J'ai passé un excellent moment, j'ai beaucoup plus aimé. J'ai plus aimé cette pièce de théâtre-ci que Incendie, que Littoral, pardon, mais les deux sont très très fortes. C'est des pièces de théâtre qui touchent et qui ne perdent pas du tout de leur saveur. Moi, j'en ai vu aucune sur scène, et je trouve que déjà le texte est tellement bien écrit, c'est tellement beau, c'est franchement une écriture mais qui est précise et qui touche en plein cœur, sans être chiante, vous voyez, hein, c'est pas du tout barbant, c'est très... Ouais, je saurais pas comment dire, mais à chaque fois ça me touche. Bravo, Wajdi Mouawad. C'est donc tout pour ce point lecture qui a duré un peu longtemps, mais en même temps j'avais pas mal de livres à vous parler, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, si vous avez envie de discuter, vous pouvez commenter, si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager, si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abandonner, pas pour m'abandonner, mais pour vous abonner. Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes,